Les lundis d'histoire, Philippe Le Villain. Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Pour le non-spécialiste, le fil chronologique de l'histoire contemporaine de l'Espagne se révèle singulièrement complexe. L'enchaînement des textes constitutionnels 1812, 1834, 1837, 1843, 1856, 1869, 1867, 1831 et 1978, les coups d'État appelés pronunciamientos, mot entré dans le vocabulaire politique universel, les guerres civiles, au moins 3 au XIXe siècle, et bien sûr celle de 1936-1939, décident d'un cadre politique pour le moins instable. Ensuite, la dictature franquiste, près de 40 ans, semble couvrir d'ombre ce pays que l'on associe pourtant au soleil et à la lumière. Cette longue nuit s'efface progressivement à partir de 1976, et l'Espagne récupère enfin l'éclat auquel on l'associe traditionnellement. Bref, un regard rapide et surplombant s'arrête un peu sur cette Espagne qui n'a jamais fait partie d'elle-même qu'en des moments précis. Ce texte, cette citation est extraite du livre que Benoît Bellistrandi, bonjour, vient de publier aux éditions Perrin et qui s'appelle « Histoire de l'Espagne, des guerres napoléoniennes à nos jours ». Livre magnifique, instructif pour beaucoup d'entre nous, je crois, j'en suis, qui ne connaissent pas vraiment l'Espagne, qui l'admirent pour son soleil, ses danses et son histoire compliquée que l'on ne veut même pas démêler tellement elle est compliquée. Et voilà qui est fait par ce livre des guerres napoléoniennes à nos jours aux éditions Perrin. Donc on vous remercie, Benoît Bellistrandi, de l'avoir écrit et de l'avoir proposé en lecture. On va le lire avec nos auditeurs et nos auditrices, avec vous, progressivement. Donc autour de vous, Joseph Pérez, bonjour monsieur, le professeur. Vous êtes professeur à l'émérite, je crois, à Bordeaux 3. Et vous avez écrit l'histoire de l'Espagne chez Fayard en 1996. Et Jean Canavaggio, vous avez été directeur de l'école de la Casa de Velasquez. Également, après Joseph Pérez. Alors l'un et l'autre, donc 3, sauf que Benoît n'est pas encore, Benoît Bellistrandi n'est pas encore, il sera peut-être un jour. Voilà, donc l'Espagne entière est réunie. Vous avez écrit un livre sur Cervantes et surtout, pour tous les lecteurs curieux, un Don Quichotte très fameux en 2005, publié chez Fayard. Alors, je voudrais revenir sur ce que j'ai cité en tête, Benoît Bellistrandi, c'est-à-dire cette chronologie. Au fond, je pense que dans la culture française, l'Espagne n'a pas de chronologie, sauf le franquisme. Je parle des manuels scolaires, je parle de l'éducation qu'on reçoit, je parle de bouche-oreille, de ce qu'est l'Espagne, donc Franco, Juan Carlos, le mariage grec, l'actualité, mais avant, les guerres civiles, l'horreur, quelque chose qui s'assimile à l'hitlérisme ou au fascisme. Je dis bien qu'il s'assimile, on va en parler, mais tout à l'heure, parce qu'on ne va pas se concentrer sur ce sujet très longtemps, il est connu, mais on en parlera quand même. Donc, vous parlez, vous, de dates plus intéressantes. C'est pour ça que j'ai commencé par la chronologie pour le lecteur. Vous commencez en 1812, et au fond, Napoléon a essayé de conquérir l'Espagne pour des raisons dynastiques, vous le savez, puisque la monarchie bourbonienne avait dit il n'y a plus de Pyrénées, quand le petit-fils de Louis XIV a pu occuper un trône qui était, je veux dire, aléatoirement possible par un mariage espagnol. Et après, vous déroulez le fil des possibilités qui vont toujours générer des tragédies. Vous avez tout à fait raison d'insister sur ce brouillard qui couvre en fait un très long 19e siècle. Un 19e siècle qui commence avec, en réalité, les répercussions de la Révolution française en Espagne. C'est l'invasion napoléonienne, et ça ne distingue pas l'Espagne du reste des autres terres européennes. L'Allemagne aussi, d'une certaine façon, naît des conséquences des incursions de Napoléon dans ce territoire. Et la manière dont les Espagnols vont à la fois recevoir cette Révolution française si opposée, eh bien, donne lieu à une chronologie extrêmement compliquée parce qu'il y a une succession de textes constitutionnels, il y a une instabilité politique qui empêche d'avoir effectivement une image assez nette de ce qui se passe.
Alors même qu'en réalité, le pays, et c'est ce que j'essaye de montrer, vibre aux mêmes vibrations que le reste des sociétés européennes. Un exemple, vous avez la jeune reine Isabelle II qui monte sur le trône à la mort de son père, Ferdinand VII. Ferdinand VII est roi de 1814 à 1833. Et elle a 3 ans. Quand elle monte sur le trône, il y aura donc une régence de sa mère, Marie-Christine de Bourbon. Isabelle aurait pu être une reine Victoria. Elle meurt en 1904, mais elle meurt en exil à Paris et elle a été chassée par une révolution démocratique en 1868 et son règne, en réalité, n'aura duré qu'un peu moins de 25 ans. Alors, on a ainsi toute une série de successions. Les Français oublient souvent, par exemple, que la guerre de 1870 est liée à des événements espagnols. Il fallait choisir, les Espagnols s'étaient débarrassés d'Isabelle de Bourbon, ils voulaient choisir un nouveau roi, et c'est là qu'une candidature allemande, une Hohenzollern, pose problème, et ça entraînera Napoléon III. Hohenzollern, donc prussienne. Donc prussienne, effectivement, et ça entraîne Napoléon III dans l'aventure que l'on sait, et avec les conséquences dramatiques pour la France. Finalement, 6 ans après, il y aura une restauration des Bourbons, avec Alphonse XII, jeune prince, le fils d'Isabelle II, et qui meurt en 1885. À nouveau, l'Espagne doit faire face à une période de régence, car la reine qui devient régente est enceinte, et elle est enceinte d'un garçon, ce sera Alphonse XIII, qui montera sur le trône en 1902. Le règne de Alphonse XIII court jusqu'en 1931, mais il est marqué par le coup d'État de Primo de Rivera en 1933, qui en réalité suspend la Constitution de 1876 et qui du coup conduira aux élections municipales de 1931, élections bien connues et qui conduisent à la proclamation de la République. En genre de la suite. Joseph Pérez, dans cette chronologie indispensable pour la compréhension de ce fil rouge qui conduit l'Espagne vers son destin, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que le peuple espagnol est quand même plutôt monarchique, de sensibilité. Oui et non. La monarchie en Espagne, au moins au XIXe siècle, et dans une grande partie du XXe aussi, n'a jamais été très populaire. Il suffit de se souvenir des portraits de Goya, la famille de Charles IV, les Bourbons. En 1808, il faut bien le dire, se sont déconsidérés. Ils se sont humiliés devant Napoléon. Enfin, les Espagnols n'ont vraiment aucune raison d'être fiers de leur roi. Et aussi des portraits de Velázquez. Pardon ? Et aussi des portraits de Velázquez, que l'on voit à Vienne, par exemple. Oui, mais enfin, ça remontait à 2 siècles auparavant. L'image que les Espagnols du XIXe siècle ont de la monarchie, c'est la famille de Charles IV, c'est un tyran, Ferdinand VII, qui rétablit l'Inquisition, etc. C'est une reine, Isabelle II, qui est chassée ignominieusement du pouvoir. Et finalement, c'est un roi, le dernier, avant Juan Carlos, Alphonse XIII, qui abdique, à proprement parler, devant un général, et qui finit par être obligé de quitter l'Espagne. Alors, on ne peut pas vraiment dire que la monarchie en général, et les Bourbons en particulier, soient populaires en Espagne. Bernard Pellistrandi. Il y a eu au XIXe siècle des caricatures sur les mœurs de la famille d'Isabelle de Bourbon, et ça s'appelait en espagnol Los Borbones en pelota. Je traduis, pardonnez-moi, les Bourbons à poil. Et ce sont des caricatures extrêmement grossières, très fortes, qui dénoncent effectivement la corruption qui règne à la cour, tant du côté moral que du côté financier. Et la reine-mère, Marie-Christine, qui est donc la mère d'Isabelle II, qui a épousé en 1836 un de ses aides de camp avec lequel elle aura 8 enfants. Et ces grossesses sont cachées, donc il faut, alors qu'elle exerce le pouvoir et qu'il va falloir qu'elle accouche, on l'envoie dans un palais à la Granja de San Ildefonso près de Ségovie. L'enfant naît, on envoie l'enfant en France pour qu'il n'y ait pas de scandale.
C'est une spéculatrice aussi, avec le marquis de Salamanca qui est un des grands promoteurs de Madrid. Et cette image, constitue un élément très fort du mépris que les Espagnols finiront par avoir à l'égard d'Isabelle II et de sa mère. Jacques Caravaggio. Oui, je crois que ce que vous dites sur la méconnaissance de l'histoire de l'Espagne au XIXe siècle en France est très juste. Nous avons un témoin français de cette époque, c'est Prosper Mérimée. Oui. Prosper Mérimée, qui était un ami de la comtesse de Montijo, la mère de la future impératrice Eugénie, a séjourné longuement en Espagne, et sa correspondance est pleine d'anecdotes sur la vie politique espagnole, sur ses pronunciamientos, et il est le premier à dire « je n'y comprends pas grand-chose ». Bon, c'est un homme d'ordre au moment où il nous livre son témoignage. Il est heureux de voir des généraux qui tiennent l'Espagne à coups de canon, mais il se rend bien compte que ce n'est pas une solution d'avenir. Alors, le problème que pose votre livre, vous avez dit, c'est que ce n'est pas seulement une histoire politique, c'est aussi une histoire sociale implicite, je dis bien implicite, parce que, Joseph Pérez l'a dit très bien tout à l'heure, la monarchie impopulaire, un peuple quand même divisé, un fédéralisme national, si j'ose dire, cet oxymore, parce que il y a la Catalogne, il y a l'Asturie, et au fond, tout de même, un orgueil national qui remonte à l'empire de Charles Quint. Nous sommes là peut-être d'accord sur le fait qu'ils ont été les grands successeurs de ce qu'on peut appeler l'empire carolingien. Oui, il n'y a pas le moindre doute, oui. Mais Charles Quint était-il espagnol? C'est une question qu'il faudrait poser à Joseph Pérez. Mais effectivement, il est clair que l'Espagne a été une grande puissance, une puissance majeure, dominante au XVIe et au XVIIe siècle, qu'elle le reste encore au XVIIIe siècle. Et l'alliance entre la France et l'Espagne, à travers les Bourbons, permet effectivement à l'influence française, mais aussi à l'influence espagnole, de demeurer très importante. En revanche, avec cette irruption de Napoléon, cette guerre d'indépendance qui est aussi une guerre civile, l'Espagne va perdre très rapidement ses colonies américaines, entre 1820 et 1830. Elle finira de les perdre à la fin du XIXe siècle, on pourra y revenir, et c'est effectivement, je dirais, un nouvel objet politique qui doit naître à la contemporanéité, et c'est sans doute ce qui a été très compliqué et très difficile et qui explique la complexité de cette histoire contemporaine. Joseph Pérez. Oui, Pellistrandi a raison. Le point de départ de cette histoire contemporaine, c'est effectivement les guerres napoléoniennes, parce que jusqu'alors, jusqu'en 1815 finalement, l'Espagne, en dépit de tout ce qu'on a pu dire, reste une très grande puissance. Au XVIIIe siècle, l'Espagne fait partie des trois grands, avec l'Angleterre et la France. C'est pas une puissance négligeable. Elle perd tout. Le paradoxe, c'est que elle est en 1815 au traité de Vienne. Elle devrait figurer parmi les vainqueurs. Or, c'est à peine si on la consulte. Et elle perd, peu après, avec les colonies d'Amérique, le principal soutien financier qu'elle pouvait avoir. C'est à partir de ce moment-là, en effet, que l'Espagne devient une puissance de second ordre dans toute l'Europe. Alors, son évolution économique, Pellistrandi le montre bien, n'est pas tellement, au fond, n'est pas tellement différente de celle que l'on trouve dans d'autres pays d'Europe, à ceci près que l'Espagne du XIXe siècle n'a plus la capacité financière, depuis la perte de l'Empire, de faire face à ses obligations. Elle est obligée, pour s'industrialiser, pour se développer, de faire appel à des capitaux étrangers, et c'est notamment le cas dans deux domaines vitaux, les chemins de fer et les mines, et c'est de là qu'il faut, je crois, prendre appui pour expliquer, à juste titre, l'espèce de retard qu'on a l'impression de voir s'accumuler en Espagne. Mais cela tient, encore une fois, aux circonstances et pour le reste, l'Espagne n'est pas, en effet, tellement différente dans son évolution politique et sociale de ce qu'on peut constater dans le reste de l'Europe. Sauf qu'à un point, à savoir que l'or qui découle des découvertes des mines en 1846-48 au Klondike et ailleurs ne transite pas par l'Espagne. C'est-à-dire que l'Espagne a brûlé ses vaisseaux
avec ce qu'était l'or du Sud-Américain, je veux dire qu'il transitait par elle pour finalement ne pas l'enrichir, mais qu'elle le vendait pour le consommer. On peut dire qu'au XIXe siècle, l'Espagne est un pays dépensier et non pas un pays d'investissement. Oui, on pourrait distinguer entre un pays riche et un pays qui produit. L'Espagne du XVIIIe siècle ne produit pas beaucoup. Non, je parle du XIXe siècle. Je pense que du XVIIIe, mais je pense que c'est un pays. Et ce qui le montre bien, c'est que jusqu'en 1850 environ, la monnaie espagnole, c'est le dollar d'aujourd'hui. C'est une monnaie internationale. Nous sommes d'accord. C'est quand même un élément à ne pas négliger. On en parle très peu de ça. Mais du XVIe à la première moitié, même jusqu'à un certain point, jusque vers la fin du XIXe siècle, la monnaie espagnole, le real de ocho, la pièce de 8, a été la monnaie internationale. D'ailleurs, le dollar, il a été bâti sur le modèle de cette pièce. Nous sommes d'accord, monsieur. Mais pourquoi, finalement, cette puissance financière bâtie sur ce qu'on peut appeler une monnaie de fondation, l'or en l'occurrence, l'argent. Ah oui, avec un paramètre, vous savez qu'une bonne monnaie chasse l'autre. Donc, c'est théorème de Grisham. La bonne monnaie chasse l'autre. Donc, à un moment donné, l'argent a chassé l'or. Nous sommes d'accord. Perd sa puissance dans un cadre constitutionnel qui est le charme, d'ailleurs, du livre de Mme Bellistrandi. Instable et en même temps stable. C'est ça, d'ailleurs, l'Espagne, c'est stable et instable. C'est les deux choses à la fois. C'est-à-dire que le peuple n'est pas monarchique, vous l'avez dit, Joseph Pérez. Mais en même temps, le peuple résiste à tout face à une monarchie qui s'adapte dans une économie compliquée. Mme Bellistrandi. Il y a aussi un élément fondamental de cette histoire du XIXe siècle, qui est la grande recomposition sociale qui s'opère avec la vente des terres ecclésiastiques et des terres collectives. Cette révolution postérieure. La révolution libérale entraîne effectivement une mise en circulation des terres. Et ça se passe entre 1837 et 1855. Donc 50 ans après la Révolution française. 50 ans après la Révolution française, mais on est dans la même logique. Sur un modèle qui est emprunté. Sur un modèle emprunté. Avec quand même une ferveur catholique exceptionnelle en Espagne, qui est une réaction, si j'ose dire, à Poitiers, 732. Non, les musulmans, non. Non, je pense qu'en réalité, je pense fondamentalement que la question, effectivement, de la propriété de la terre, je dirais, est parallèle à la question religieuse, mais qu'elle ne se confond pas. Alors, simplement, il se trouve qu'il y a beaucoup de propriétés religieuses, et donc, forcément, l'Église étant attaquée dans ses fondements matériels et économiques, elle s'est sentie agressée par ce libéralisme, et ce qui explique qu'elle est devenue une force de réaction, pas simplement une force de conservation. Mais justement, un des drames de cette histoire sociale de l'Espagne du XIXe siècle, c'est que la révolution libérale a en réalité accentué les inégalités. Et que vous avez le développement d'une petite élite bourgeoise qui s'agrège à une aristocratie déjà présente, et vous avez un prolétariat rural qui ne cesse de s'appauvrir et qui explique les explosions de violence sociale que l'on peut observer et qui dureront jusqu'à la guerre civile entre 1936 et 1939. Jacques Adeladio. Il y a deux questions que je voudrais poser à Benoît Pellistrandi, parce qu'il rafraîchira ma mémoire. C'est d'une part le nombre d'électeurs en Espagne jusqu'à l'instauration du suffrage universel, quel est le pourcentage des Espagnols qui votent, et d'autre part le nombre d'analphabètes. Alors, sur la première question, on est effectivement entre 1834 et 1890 dans un suffrage censitaire, et on tourne autour de 2% du corps électoral masculin, naturellement. Alors, le chiffre peut paraître tout à fait réduit, c'est le chiffre de la France entre 1830 et 1848. Et après, effectivement, 1890, on passe au suffrage universel, alors que le taux d'analphabétisme est encore autour de 60%. Et qu'il ne se réduira véritablement qu'à partir de 1930. On note encore en 1977, pour les premières élections libres depuis la Seconde République, qu'il y avait encore entre 10 et 7% d'électeurs analphabètes. Benoît Pellistrandi, Dying Nation, tu veux dire une nation mourante, très beau titre, emprunté quand même à l'anglais, c'est un peu dommage, c'est une très belle langue. Mais effectivement, une nation mourante, c'est moins bien que Dying Nation.
C'est que j'emprunte en réalité l'expression à Lord Salisbury, oui, le Premier ministre britannique, en 1898. Alors, ça suit la construction d'une autre Espagne. Est-ce que l'Espagne, au fond, en vous lisant ce très très beau livre, qui n'est pas complexe, mais qui est vraiment un livre dans lequel il y a plusieurs types de lectures possibles les unes derrière les autres, une autre nation, une autre Espagne, parce que est-ce que les Espagnols ne sont pas toujours vers une autre Espagne? C'est peut-être un peu l'argument de cette émission. Et en même temps, Dying Nation, donc nation mourante, est-ce que c'est pas par rapport à l'Italie, à laquelle vous comparez l'Espagne, au même moment, Victor Emmanuel, etc., le 2, le 3, un paradoxe que l'Espagne, au fond, considère sa mort quand l'Italie considère sa renaissance et sa risorgimento. Il y a là quand même, dans la mesure où les Bourbons d'Espagne sont alliés aux Bourbons italiens, ce qui n'est pas mince, dans un cadre dynastique où vous dites très très bien, et qu'il n'y a pas là un paradoxe quand vous parlez de l'élection du roi Alphonse XII, qu'il faut en parler, en 1875, et qu'en même temps, à la même époque, Victor Emmanuel III, pour le coup, obtient la conquête de Rome face au pape Pie IX, et ne couchera jamais au Quirinal parce qu'il a peur de l'ombre du pape. Est-ce que c'est une chance pour l'Espagne de ne pas avoir eu le pape comme hôte? Et vous savez que Léon XIII était sollicité pour s'y installer. L'Espagne avait les cardinaux, elle avait les évêques, donc elle a eu quand même le poids d'une église qui a été très présente. En réalité, il y a deux questions dans votre suggestion. La première, c'est que l'Espagne ne se sent pas une nation mourante avant que de l'extérieur on ne lui dise. Et c'est pour ça que j'ai emprunté ce titre en anglais qu'on m'a reproché. Il faut préciser que quand Lord Salisbury parle de l'Espagne comme une dying nation, il traite aussi la France de dying nation. Il y a eu Fachoda en 1898. Oui. Nous sommes en 1898 et l'Espagne vient devant les États-Unis, qui sont en réalité une terre de sauvages, viennent effectivement d'arracher Cuba et les Philippines. Et il ne reste plus rien de cet empire qui était en fait l'empire de Charles Quint et qui s'était étendu tout au long du XVIe siècle. Alors forcément, les Espagnols ne peuvent pas ne pas s'interroger très profondément sur le sens de leur histoire. Et c'est à partir de ce moment-là que, reprenant une tradition qu'on a trouvée au XVIe et au XVIIe siècle, avec les arbitristes, qui sont ces gens qui pensent la réforme de l'Espagne, toute une série d'écrivains qui vont s'inscrire dans une perspective régénérationniste, vont dire il faut changer le modèle espagnol. Donc, voilà la raison pour laquelle, tout d'un coup, il y a une sorte de prise de conscience du retard espagnol. Alors que, dans les années 1880, je ne suis pas sûr que la conscience de ce retard soit aussi violente et aussi inquiétante pour les Espagnols eux-mêmes. Peut-être faudrait-il rappeler que au moment où Alphonse XII monte sur le trône, il y a un homme qui s'appelle Cánovas del Castillo qui conçoit un système politique qui s'inspire du modèle anglais, avec un parti libéral et un parti conservateur, qui sont censés alterner au pouvoir à travers des élections, je ne dirais pas démocratiques, mais du moins théoriquement libres, même si elles n'impliquent qu'un petit nombre de gens. Donc on pourrait considérer que la restauration espagnole pourrait être, sinon le point de départ d'un risorgimento, du moins le point de départ d'une sorte de reviviscence de l'Espagne. Mais ça ne dure pas. On aurait pu effectivement penser que Cánovas del Castillo faisait en Espagne ce que Louis-Philippe et les siens ont fait en France entre 1830 et 1848. Comme l'a rappelé Jean Canavaggio, le système imaginé par Cánovas del Castillo reposait en réalité sur un partage du pouvoir par les élites et une fiction démocratique. D'ailleurs, les alternances s'opéraient de la manière suivante. Il y avait démission du président du gouvernement, la reine régente appelait le concurrent, et c'est seulement à ce moment-là que les chambres étaient dissoutes et que le gouvernement préparait les élections et les gagnait haut la main. Ça s'appelait chasse de cabinet, en fait. C'est absolument le principe anglais. Et le passage au suffrage universel n'a strictement rien changé, en réalité, à cette manipulation du vote des Espagnols. Par ailleurs, l'industrialisation de l'Espagne se poursuit, les villes grossissent, et donc,
commence effectivement à émerger une population ouvrière qui, alors c'était clairement manifestée à Barcelone dès 1843, mais qui est de plus en plus importante. Il y a une continuité tout au long du XIXe siècle. Le Parti socialiste ouvrier espagnol est fondé en 1879 et émergent donc des nouvelles forces qui n'ont pas de représentation politique. Je signalais tout à l'heure le problème de la terre qui ne cesse de devenir plus inquiétant. On est en plus dans le cadre d'une croissance démographique, donc autant d'éléments qui expliquent effectivement qu'il y a une déconnexion de plus en plus sensible entre l'appareil politique qui arbitre, je dirais, des partages d'intérêts de cette élite, et puis toute une société espagnole qui se trouve mal ou peu représentée, et qui du coup effectivement aspire à des transformations sociales, des transformations morales, des transformations spirituelles, et qui explique ce que j'appelle l'impasse du système de la Restauration entre 1917 et 1923, alors même que, comme vous l'avez rappelé, l'Espagne était restée en dehors de la Première Guerre mondiale, ce qui lui avait d'ailleurs permis d'engranger quelques succès économiques. Alors là, on a le sentiment, en vous lisant, qu'on comprend le basculement du franquisme. Il y a toujours eu en Espagne, à vous lire, je dirais, non seulement que l'armée joue un rôle fondamental en Espagne suite à une réaction à l'invasion napoléonienne, et qu'elle est une structure de discernement et d'action face à la monarchie, et que ça explique un peu le franquisme. Et n'oublions pas que l'armée est justement l'une des rares institutions à permettre le progrès social. Elle est à la fois le lieu des oligarchies, mais en même temps, elle est l'endroit où certains, par leur talent, peuvent effectivement grimper et prendre le pouvoir. Primo de Rivera, en 1923, prend le pouvoir dans une conjoncture où l'armée espagnole a été soumise à des contradictions très fortes, parce que d'une part, il y a eu ces expéditions coloniales au Maroc dramatiques, 1921, le désastre danois, 10 000 tués face aux Marocains, et en même temps, une armée qui, dans la péninsule, était réduite à être en réalité une force de police et un élément du maintien de l'ordre. Et Primo de Rivera, justement, voudrait que l'armée, qui elle-même est divisée, devienne un instrument de reconstruction de l'Espagne. Joseph Pérez. Oui, Pellistrandi a tout à fait raison. Je crois qu'il faudrait nuancer le point de vue qu'on a traditionnellement en France du rôle qu'a joué l'armée dans l'Espagne contemporaine. L'armée espagnole n'a pas eu, au fond, quand on y regarde de très près, le rôle déterminant qu'on lui prête. La plupart des pronunciamientos du XIXe siècle sont des manifestations de gauche. Et la plupart du temps, il ne s'agit pas de mettre l'armée au pouvoir, il s'agit d'infléchir la ligne politique du moment. Les chefs militaires, à ce moment-là, usent de leur influence en tant que militaires pour orienter la politique d'un pays dans un sens ou dans l'autre. Alors, si vous voulez, un très bon exemple de pronunciamiento nous est donné par la France le 13 mai 1958. Le comité de salut public d'Alger, quand j'ai entendu ça, j'étais au rang et dit « Nous sommes en plein prononciamiento. Nous exigeons la constitution à Paris d'un gouvernement provisoire présidé par le général de Gaulle. » C'est ça, l'intervention de l'armée en faveur de la ligne politique. Mais c'est pas l'armée au pouvoir. Ce que fait Primo de Rivera en 1923, c'est écarter les politiques et prendre le pouvoir. Et c'est ce que fera Franco en 1936. Avec une nuance encore, comme le remarque bien Pellistrandi, toute l'armée n'a pas suivi Franco. La plupart des militaires se sont inclinés, mais elle n'était pas unanime. Nous allons en parler, nous avons écouté avant ce très très beau monologue de Philippe II dans Don Carlos de Verdi à l'acte 3, où le roi, fils de Charles Quint d'ailleurs, qui est quand même la grande ombre qui plane sur l'Espagne comme l'aigle sur la monarchie austro-hongroise, exprime sa douleur de ne pas être aimé. Peut-être que les chefs d'État ne sont jamais aimés.
poursuit. Ces flambeaux sont consumés, l'aurore argente ses vitraux. Voici le jour. Hélas, le sommeil salutaire, le doux sommeil a fui pour jamais ma Vous écoutez là des histoires autour du livre de Benoît Pellistrandi, Histoire de l'Espagne, des guerres napoléoniennes à nos jours, et un extrait de Don Carlos de Verdi, le soliloque, le monologue douloureux de Philippe II, fils de Charles Quint. Le pouvoir d'Espagne, c'est une chose grandiose, peut-être plus grande que le pouvoir en Angleterre. Je reviens à Benoît Pellistrandi, à vous. Je dis cet extrait parce que je pense que la monarchie espagnole a quelque chose de mystérieux, alors que celle de l'Angleterre a quelque chose de plus, sinon prestigieux, du moins de plus visible. Et je voudrais qu'on arrive maintenant avec Joseph Pérez, Jean Canavaggio, aux événements les plus récents. On va passer un peu vite sur le franquisme, parce que c'est assez connu, et je dirais que ce n'est pas le cas de votre livre, qui est plus savant en amont et en aval. C'est d'ailleurs un risque que vous avez pris et qui est très intéressant, même si vous en parlez beaucoup. Il y a ce côté très fascinant de l'exercice du pouvoir militaire. Et alors, vous avez écrit à un moment donné sur le fait que, au fond, le franquisme était était un état de politique attendu. Donc, je veux dire qu'il y a une certaine logique, si vous avez bien lu du franquisme. Il fallait d'abord gagner la guerre civile. Il y a guerre parce qu'une partie de l'armée et une partie des forces sociales et politiques du pays se soulèvent contre le pouvoir républicain, et que l'opposition est suffisamment forte entre ces deux Espagnes pour qu'il y ait une guerre. Alors, la difficulté, c'est qu'ensuite, on a prétendu que la République avait créé les conditions de la guerre. Ce que je crois en revanche, et c'est un peu le fil directeur du livre, c'est que justement il existe des fractures qui parcourent l'Espagne depuis 1808 et que ces fractures organisent... C'est là que vous êtes quand même un grand théoricien de la longue durée. C'est-à-dire pour vous, il n'y a pas d'événement, il y a, je veux dire, des syncopes brutales qui tiennent à une préparation de l'avant. Je dirais, j'emprunterai, si vous me permettez, l'image aux forces telluriques, c'est-à-dire il y a un tremblement de terre, mais le tremblement de terre, il est préparé effectivement par tout un travail géologique qui peut justement ne pas apparaître aux yeux de l'observateur, et que le rôle de l'historien est d'essayer de les mettre en lumière. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un des chapitres les plus passionnants de votre livre sur la guerre civile, passionnant, qui répercute beaucoup de lecture, de méditation, de recherche, inventer la tradition, ce qui est quand même un mot très fort, ça s'appelle un oxymore, inventer la tradition, il faut le faire, parce que en principe la tradition ne se invente pas, on s'y rallie, on l'observe. Donc vous dites pourtant qu'un fort contraste oppose la propagande qui célèbre une Espagne nouvelle et le vécu quotidien des populations, l'Espagne en est ruinée. Ça, c'est la vie quotidienne terrible. Bon. Entre 1940 et 1950, les Espagnols ont faim. Et l'Espagne ne tient que grâce aux envois de blé et de viande de Perón, ce qui explique que vous avez encore Argentine, que vous avez encore du coup à Madrid des parcs Eva Perón. Hein. Et il faut se rendre compte. Les Espagnols vont se rendre et prier. Mais les Galiciens qui vivent en Argentine ne l'ont pas oublié, les Espagnols ne l'ont pas oublié. Alors maintenant, effectivement, les générations disparaissent, mais j'ai souvenir effectivement de ces générations qui ont vécu la guerre civile et l'immédiate après-guerre et qui me parlaient de la faim. Et c'était un souvenir qui était resté à la fois en ville, mais aussi à la campagne. C'est sans doute une différence avec la France, où la campagne a mieux tenu, je crois, pendant l'occupation. Oui, certainement. Alors, mais Franco ne tombe pas. Effectivement, je vais pas revenir sur ces choses qui sont assez connues et que vous résumez, mais qui sont au-delà de votre livre. Et je tiens à ce qu'on sache que ce livre est beau parce qu'il prend l'Espagne dans sa complexité.
Et alors, évidemment, une phrase qui m'a beaucoup sidéré, la guerre civile fut l'antichambre de la Seconde Guerre mondiale. Le mot du président Negrin. Jean Caravaggio, Oui. dites pas. Juan Negrin, qui était le dernier président du Conseil de la République espagnole, considérait qu'en fait, la guerre civile espagnole était, oui, l'antichambre, le prélude à une guerre mondiale où les forces en présence, qui seront en présence pendant la guerre mondiale, s'affrontaient déjà. Joseph Pérez. Oui, j'ai une anecdote à ce sujet. J'ai eu une conversation avec le fils de Negrin, et dans la conversation, ça se passait il y a une vingtaine d'années, dans la conversation, j'ai parlé de la guerre civile. Et il m'a arrêté. De quelle guerre voulez-vous parler? J'ai dit de la guerre d'Espagne, évidemment. Réponse, c'était pas une guerre civile. C'était une guerre internationale. Oui. Et il y a des raisons pour ça. Negrin était absolument convaincu que si les républicains tenaient jusqu'au début des hostilités en Europe, alors la République serait sauvée. Et ça explique... Excusez-moi, résister, c'est gagner. Voilà. C'était le mot d'ordre de Negrin. Et résister, c'est gagner. Le général de Gaulle avait le même mot, je veux dire, à sa façon. Et ça explique, du coup, effectivement, ce qui apparaît d'un point de vue militaire comme illogique, c'est cette dernière grande tentative, la bataille de l'Èbre, en juillet 1938, qui est un effort désespéré presque des républicains, mais l'idée, c'est effectivement tenir, gagner du temps, et, si possible, du coup, se raccrocher aux forces internationales qui... étendront en réalité le conflit. Et justement, la guerre civile voit le télescopage entre des logiques qui sont des logiques proprement espagnoles et des logiques qui sont des logiques européennes. Apparaissent de nouveaux clivages. Quelles sont ces logiques espagnoles? Elles sont dites. Les logiques espagnoles sont les logiques sociales, effectivement. La République, et c'est pourquoi j'ai appelé ce deuxième livre qui court de 1923 à 1975 « Inventer la tradition », parce que j'avais d'abord pensé à la victoire de la réaction. Mais ça faisait de la République une parenthèse. Or, justement, l'idée est de montrer que la République aurait pu être une autre Espagne, et que la République aussi invente une autre tradition espagnole, et que cette tradition n'a pas prospéré. Mais à côté donc de ces affrontements qui en réalité liquident le long 19e siècle espagnol, vous avez l'apparition des problématiques du 20e siècle, bolchevisme, anti-bolchevisme, fascisme, antifascisme. Nous sommes d'accord. Alors, Mme Pellistrandi, ce qui m'a fasciné dans votre livre, c'est le mot « autre », que vous avez prononcé déjà 5 fois. Et je l'ai compté presque, il ressort 77 fois dans votre livre. Parallèlement, une autre Espagne tente d'exister. Pourquoi toujours, dans votre livre, il y a cette volonté de comprendre l'Espagne qui cherche une autre Espagne? C'est très dur, parce que la France ne cherche pas une autre France. La France a le sentiment qu'elle est la France. L'Italie ne cherche pas, quoique l'Italie pourrait chercher aussi une autre Italie. On serait proxime. Mais vous dites tout le temps, il y a, je répète cette phrase, une autre Espagne. Quelle est l'autre Espagne? Alors je suis au fond de votre livre, là. Je suis au fond de cale, là. Tout à fait. Et je pense que là, je suis tributaire, et je reconnais ma dette à l'égard de l'historiographie espagnole et de toute une tradition intellectuelle espagnole. Premier élément de la réponse. Le 19e siècle aurait dû permettre la construction de l'État et de la nation espagnole. Je crois que le processus était lancé, que la chose aurait pu se réaliser. Mais effectivement, que les événements de 1898 et sans doute les défauts, à savoir la perte des colonies Cuba et les Philippines, qui révèlent les fragilités de l'État espagnol, eh bien, empêchent la naissance d'un consensus national. Comme ça se passe en France au même moment, mais ne l'oublions pas, le consensus national français s'opère sur la victoire de la République. Et peut-être qu'il n'y a pas une autre France, mais comme l'a bien montré Pierre Nora dans ses lieux de mémoire, la France est aussi une terre de conflits, et qu'on porte la mémoire de ces conflits. Mais il se trouve justement que le XXe siècle espagnol, eh bien, va voir l'affrontement de, faut-il dire, 2 Espagnes, 3 Espagnes, les choses sont compliquées, mais il me semble justement que les forces politiques portent toujours le projet de réaliser un autre modèle. Manuel Azaña, qui sera l'un des grands républicains, écrit en 1930 que, en réalité, il faudra liquider tout l'héritage depuis 1820
et qu'il faudra un événement qui soit irréversible dans l'histoire de l'Espagne. En réalité, le programme, c'est faire la Révolution française en 1930. Franco, lui, ne reconstruit pas l'Espagne sur la base de la réconciliation, il reconstruit l'Espagne sur la base, effectivement, de l'exclusion et sur un modèle qu'on va appeler national-catholique pour faire vite, et qui, d'une certaine façon, exclut, alors, et les Espagnols qui sont en exil, mais aussi ceux qui, à l'intérieur, et qui sont restés en Espagne, ne peuvent plus porter le projet d'une autre organisation sociale, économique, mais aussi spirituelle et morale. Joseph Pérez. Oui, je ne suis pas sûr que des problèmes du même ordre n'existent pas en France. Quand on voit les débats qu'il y a eu à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française, on finit par se demander que si finalement il n'y a pas un mythe aussi de l'unanimité nationale en France. Hein. Je pense qu'il y a autant de conflits en France, civils, qu'il y a pu y en avoir en Espagne. L'Espagne a la guerre civile, pas bien sûr, mais en France, pas la terreur, la commune, les problèmes de l'occupation et de la libération. Vous savez, l'un vaut l'autre. Hein. Jean-Claude Badjo. Sans vouloir sortir du sujet, il y a tout de même un événement qui a joué en France, c'est l'Union sacrée en 1914. Parce que la France de l'affaire Dreyfus, c'est effectivement une France coupée en deux. Mais la France de 1914 ferme, en quelque sorte, cette parenthèse. L'Espagne ne s'est pas trouvée dans ces conditions. Alors, il y a une histoire étrange dans le livre de Benoît Pellistrandi, qui est la question de l'unité. On a constamment le sentiment que l'unité est cherchée, appréciée, refusée, évidemment à cause de Charles Quint. C'est une chose qui va de l'évidence culturelle et sensible dans un peuple divisé, qui par moments est provincial, pour ne pas dire centrifuge. Je parle de la Catalogne entre autres, mais enfin on peut dire ça. Ce choix qu'a fait Philippe II de s'installer à Madrid, cette coagulation vers une capitale, Madrid, était un échec de la sensibilité espagnole parce qu'on a créé quelque chose d'artificiel qui était nécessaire à la grandeur de l'Espagne. L'Espagne, c'est grand. Parce que, je reviens à Charles Quint, effectivement, penser que cet empereur a parcouru des milliers de kilomètres des Flandres jusqu'à Madrid, enfin, vers son Espagne à lui. Et au fond, est-ce qu'il n'y a pas alors je reviens à des choses plus sérieuses, est-ce qu'il n'y a pas rattachement allégorique à cet empire qui était entre l'Espagne, les Espagnes et la Flandre? Dans Don Carlos, on a écouté tout à l'heure, il y a un mot merveilleux sur la Flandre que Don Carlos voulait reconquérir. Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, une utopie espagnole, Benoît Pellistrandi? Ce que vous êtes en réalité en train de dire, Philippe Le Villain, c'est que les Bourbons ont échoué en Espagne. Car la centralisation, c'est une importation française avec Philippe V, même si des éléments existaient auparavant, et des éléments forts. C'est tout le problème, effectivement, de la construction de cet État espagnol. Et au XIXe siècle, l'État espagnol ne réussit pas à être cet État centralisateur qui fait la nation. Et du coup, on a une Espagne qui, largement aussi, est réinventée par la culture, les historiens, les écrivains du XIXe et du XXe siècle, ce qui fait que l'histoire prolonge le champ de bataille politique. Et voilà, Joseph Pérez, que pensez-vous de cette réflexion? Oui, je ne suis pas si sûr que ça que les Bourbons aient été vraiment des centralisateurs. Les Bourbons de France, oui. Mais la preuve, c'est que Philippe V supprime les privilèges féodaux, les libertés régionales de la Catalogne, de l'Aragon et du Pays valencien, mais il conserve intégralement les privilèges du Pays basque et de la Navarre. Donc, la centralisation va dans un certain sens, mais pas dans un autre. D'autre part, il y a un précédent illustre. C'est le comte-duc d'Orlival, qui, lui, a effectivement, en toutes lettres, voulu faire du roi d'Espagne le roi d'Espagne. Pas le roi de Castille, de Léon, le comte de Barcelone, mais la volonté centralisatrice, elle était là, quoi. Et c'est très intéressant de voir aujourd'hui que dans l'architecture
institutionnels de l'Espagne, il reste des héritages du Moyen-Âge qui fonctionnent parfaitement, effectivement. Et même Franco, en 1939, quand il réorganise l'État et qu'il va effectivement le centraliser, laissera à la province de Vitoria, Álava, les libertés basques, alors qu'il les retire à Guipúzcoa et à la Biscaye, parce qu'elles ont effectivement lutté encore plus contre lui. Et la Navarre a aussi un système de privilèges fiscal qui remonte en réalité aux vieilles chartes et aux vieux droits médiévaux que l'État libéral du XIXe siècle a respecté et que la Constitution de 1978 continue de respecter. Alors, je ne peux pas ne pas aborder avec vous, Madame Pellistrandi, la question de la transition démocratique. La stupéfaction de l'opinion publique dans un monde de médias attentifs et critiques qui voit finalement un franco-dictateur, comme on dit, succéder un jeune roi, beau, jeune, charmant, entraînant, qui passe d'après soi, qui a épousé la reine Sophie de Grèce, la fille de Federica de Grèce, son père, qui sont quand même des dynasties d'Oldenbourg, me semble-t-il. Et cette réussite du putsch, qui était quand même ce qu'on peut appeler le dernier coup de sang entre l'armée, le franquisme espagnol, et puis ce droit qui était destiné à avoir une attitude constitutionnelle. Donc voilà, transition qui s'opère bien, et monarchie aujourd'hui impopulaire. Ce que l'on observe entre 1976... On ne parle pas de la popularité de la monarchie, ça c'est pas un sujet de débat à France Culture. Mais entre 1976 et 1982, on a effectivement une transition qui va faire l'admiration du reste du monde. Car ne l'oublions pas, quand Franco meurt, c'est quand même, ça nous renvoie à la guerre civile. Franco est une réalité de la guerre civile. Donc à un passé douloureux. Donc à un passé douloureux et à des grandes incertitudes. Et en réalité, on ne sait pas du tout quel est le rapport de force dans cette Espagne. Vous avez à la fois une Espagne en exil qui existe, qui veut revenir. Vous avez des forces démocratiques qui se sont développées. Une opposition, notamment à l'université, qui s'est beaucoup développée. Une opposition sociale, des syndicats clandestins qui existent. Vous avez aussi le début du terrorisme de l'ETA, qui va accompagner de sang et de larmes toute la transition démocratique, et l'Espagne restera un État de droit malgré ces attentats terroristes extrêmement violents. Et du coup, aujourd'hui, avec le recul et la réussite, on oublie en réalité la difficulté devant laquelle s'est trouvé le roi en 1975, mais pas simplement le roi, en réalité, tous les Espagnols. Et je dois dire que c'est vrai que c'est une période absolument fascinante à raconter. Alors, bien sûr, je n'ai pas accès à toutes les archives. D'abord, il nous manquera deux sources essentielles. Le roi, qui par définition ne peut pas parler, et puis Adolfo Suárez, qui était le chef du gouvernement entre 1976 et 1981, et qui aujourd'hui est frappé par la maladie d'Alzheimer, et donc a emporté avec lui tout ce qu'il sait de ces négociations qui se sont passées et qui n'ont été que des traces orales. Puis vous avez rappelé le putsch, la tentative de putsch de 1980, qui est en réalité un pronunciamiento, et d'ailleurs l'opération s'appelle Opération de Gaulle, ce qui donne raison à ce que disait Joseph Pérez tout à l'heure. Mais ce qui est absolument remarquable, c'est que pour la première fois, un roi Bourbon, Juan Carlos, joue son rôle constitutionnel. Et l'intervention télévisée dans la nuit du 23 au 24 février, il dit bien, comme mon rôle constitutionnel est de protéger la Constitution. Et donc, il se place comme un des éléments de la Constitution. Alors, on a souvent gardé uniquement le souvenir de l'image et du roi en uniforme de capitaine général des armées, mais le texte est ciselé de manière admirable, et là, on voit que Juan Carlos est un très grand politique. Par qui ? Par lui et par ses conseillers, notamment le chef de la Maison Royale, Sabino Fernández Campos. Et la reine ? La reine observe... Certains prétendent en réalité que le roi avait quand même laissé entendre au général Armada, qui est la tête politique pensante, qu'il n'était pas nécessairement complètement hostile à une opération là. Mais je suis incapable de trancher, n'ayant absolument pas des éléments d'information, sauf des rumeurs. Mais enfin, avec les rumeurs, je ne crois pas qu'on fasse une bonne histoire. Et nous ne sommes pas dans le domaine des rumeurs, nous parlons de, si j'ose dire, d'informations géopolitiques ou politiques tout court sur cet extraordinaire putsch qui a été démonté par un acte de sérénité et d'autorité. J'ai bien sérénité, parce que le roi était très calme,
que d'aucuns d'entre vous, à ma génération, ont vu la télévision. La reine a juste signalé que les putschistes étaient quand même des amateurs de n'avoir pas coupé le téléphone de la Zarzuela. Nous sommes en 1981, il n'existe pas de téléphone portable. Et effectivement, si les putschistes avaient pris la peine de couper les fils du téléphone de la résidence du roi, l'histoire de l'Espagne aurait été bien différente. Je pense surtout que Jean Caravaggio... Le putsch était retransmis à la télévision. Oui, c'est des premières télévisions politiques in vivo. Voilà, nous allons écouter maintenant un extrait d'un texte assez, même très émouvant de Manuel Chavez Nogales de 1927. 1937. Pardonnez-moi, qui s'appelle « À feu et à sang », et qui retrace ce qu'a pu être, je dirais, les cicatrices, ou plutôt les blessures cicatrisées du franquisme sur un cœur attentif. L'homme qui incarnera l'Espagne survivante émergera de la terrible et aveugle sélection opérée par la guerre qui fait succomber les meilleurs, de droite, de gauche, rouge, blanc, peu importe. Quel qu'il soit, il devra, afin de s'imposer, afin de subsister, commencer par renier l'idéal qui le tient aujourd'hui sur une barricade, le fusil en joue, prêt à mourir ou à tuer. Quel qu'il soit, il sera un traître à la cause qu'il défend aujourd'hui. Qu'il vienne de l'un ou de l'autre camp, d'un côté ou de l'autre des tranchées, il devra, tôt ou tard, car il ne se maintiendra qu'à cette condition, organiser un État qui rende possible la cohabitation de citoyens d'opinions diverses et qui établisse une relation normale avec les autres États, ce à quoi se refusent précisément et unanimement, avec une stupidité et une cruauté sans limite, ceux qui s'affrontent aujourd'hui. Tout sera pareil, à une différence, à une nuance près. Ce nouvel État espagnol bénéficiera de la confiance de telle et telle puissance européenne et sera simplement toléré par les autres, ou bien ce sera l'inverse. Il ne se passera rien de plus, ni colonie fasciste, ni avancée du communisme, ni tyrannie de l'aristocratie, ni dictature du prolétariat. À l'intérieur, un gouvernement dictatorial qui, arme au poing, obligera les Espagnols à travailler sans relâche et sans rechigner, la faim au ventre, durant 20 ans, jusqu'à ce que nous ayons payé le prix de la guerre. Qu'il soit rouge ou blanc, chef d'armée ou commissaire politique, à moins qu'il ne soit, c'est probable, ni l'un ni l'autre, ou au contraire les deux à la fois, le garde-chiourme qui nous fera ramer sous le fouet jusqu'à ce que l'on sorte de cette galère sera pareillement inhumain et cruel. À l'extérieur, un État fort, placé sous la protection de quelques nations et sous la surveillance de quelques autres. Lesquelles ? Cela se décidera, en dernier lieu, autour d'une table et dépendra largement de l'intelligence des négociateurs. Mais ce détail insignifiant aura coûté à l'Espagne plus d'1 demi-million de morts. Sous les voûtes de pierre
la trahison se trame. On lui ravit sa couronne et sa femme. C'était les Lettres de l'Histoire, présenté aujourd'hui par Philippe Villain, avec Benoît Pellistrandi pour l'histoire de l'Espagne, des guerres napoléoniennes à nos jours, édition Perrin, avec Joseph Pérez et Jean Canavaggio. Le texte est lu par Jean-Pierre Leroux, la prise de son de Michel Mestre, la réalisation de Ghislaine Gavide. La semaine prochaine, les Lettres de l'Histoire sont présentés par Jacques Le Goff et dans quelques instants, c'est pas la peine de crier, par Marie Richeuse.